Good morning or good afternoon, depending where Bonjour à tous et à toutes, d'où vous soyez, et bienvenue à ce webinaire intitulé Vos soins sont-ils sécuritaires? Je suis Jennifer Zelmer, je suis PDG d'Excellence en Santé Canada. C'est avec grand plaisir que j'anime la séance d'aujourd'hui. So just a Alors, couple of things before we get quelques rappels avant de commencer. Le webinaire d'aujourd'hui est disponible en français. Si vous voyez écouter en français, veuillez sélectionner French dans le menu d'interprétation. A reminder that this webinar will also be Un recorded. rappel que cette séance est enregistrée pour que vous ou d'autres puissent en prendre connaissance ultérieurement. Tandis que nous évoluerons au fil de ce webinaire, je voudrais vous rappeler que je me joins à vous depuis le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. J'ai beaucoup de chance de vivre, de travailler et de jouer ici. Et tandis que je me suis renseignée davantage par rapport aux traditions, aux us et coutumes de ce territoire à l'intersection des rivières Outaouais et Gatineau, j'ai toujours pensé que c'était un lieu traditionnel de rassemblement. Et donc, j'espère que ensemble nous pouvons faire fond sur ce genre de coutumes dans ce nouveau monde virtuel. Et je vous invite à présent à vous présenter dans la boîte de réception et de réfléchir au territoire à partir duquel vous vous joignez à nous. Territoire qui appartient aux peuples autochtones depuis le début des temps. Et c'est avec grand plaisir, d'un océan à l'autre, de vous accueillir en tant qu'équipe d'Excellence en Santé Canada. Vous le savez sans doute, nous sommes un organisme qui se consacre à la création d'un environnement où toute personne au Canada peut recevoir des soins et des services sécuritaires et de qualité. Notre travail vise vraiment cet objectif ultime. Il s'agit pour nous d'approfondir les innovations qui peuvent ensuite être mises à l'échelle ou alors l'adoption rapide d'innovations éprouvées, le renforcement des capacités pour faire cela à l'échelle du pays, évidemment. Et évidemment, la reconnaissance du fait que les équipes de première ligne peuvent faire un travail formidable, mais elles doivent avoir les structures qui permettent de réaliser ce travail, donc également de catalyser les changements de politique. Sous-jacent tout cela, il faut se rappeler l'importance de la sécurité, car tout le monde au Canada mérite des soins sécuritaires. Et c'est justement le thème d'aujourd'hui. Alors, je suis ravie de vous présenter notre formidable panel. Nous avons leurs affiliations professionnelles. Et si je les présentais un après l'autre, on pourrait utiliser tout le webinaire en expliquant ce que chacun fait, toutes ses fonctions, car ils en cumulent beaucoup. Alors, au lieu de cela, je vais parler de leur rôle dans le contexte de ce webinaire. Liane et Carrie sont co-auteurs d'un rapport qui vise à partager le travail qu'elles ont fait ensemble et on l'espère nous inspirer tous également à partir de leurs constatations. Ross et Mike ont vraiment mis les mains dans le cambouis à titre de conseiller auprès de SC dans le cadre de nos travaux. Et Christina se joint à nous, ayant eu elle-même une expérience d'une approche proactive en matière de mesure et de surveillance de la sécurité. Alors, nous avons une brochette formidable de conférenciers et donc je vous invite, vous aussi, à participer à la conversation à tout moment. Vous pouvez saisir vos questions et observations dans la boîte de clavardage et nous nous ferons un plaisir d'y répondre vers la fin du webinaire. Alors, sans plus tarder, approfondissant la personne qui est au cœur de l'écran, Ross Baker. À vous. Merci beaucoup, Jennifer, et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. Mon rôle est vraiment de présenter le cadre et d'expliquer les choses que nous avons apprises en tâchant d'inclure les expériences, les points de vue des patients et des partenaires de soins dans ce nouveau cadre vraiment emballant pour la mesure et la surveillance de la sécurité. Alors, commençons par nous pencher sur ce cadre. Il faut d'abord reconnaître qu'au fil des 20 dernières années, beaucoup de travail a été réalisé sur le plan de la mesure et de la surveillance dans le contexte de la sécurité des patients. Or, nous avons aussi compris que c'était un travail difficile. C'est difficile de rendre les soins plus sûrs. Et donc, ce cadre permet de mettre en commun certaines interrogations pour améliorer les soins.
Je dirais quelques mots à présent sur le contexte, les antécédents de ce cadre. Il y a une décennie, une équipe en Angleterre, pilotée par le professeur Charles Vincent, a publié un rapport sur le NHS, donc le National Health Service. Et donc, ce rapport a une importance colossale sur les réflexions par rapport à la sécurité des patients. Cela a été mis à l'essai en Angleterre, puis en Écosse et au Canada. Cela a été l'objet de 2 projets de démonstration en 2017 et 2018 qui visaient à permettre aux équipes du Canada, d'un océan à l'autre, de vraiment appliquer ce cadre pour tâcher de comprendre comment on pouvait l'adapter à la réalité canadienne. Alors, pensons à présent à ce en quoi consiste ce cadre. Ici, vous avez les 5 dimensions du cadre et il commence par les préjudices passés, car nous avons beaucoup appris des leçons que l'on peut tirer des préjudices passés. Et c'est un élément important de ce cadre, mais c'est insuffisant pour renforcer la sécurité. Ce qu'il faut retenir de ce nouveau cadre, c'est qu'il nous faut plusieurs lentilles à appliquer à la réalité avant de renforcer la sécurité des patients. Et le résultat des projets de démonstration de cette approche nous montre que nous pouvons créer un personnel plus mobilisé qui identifie les difficultés de sécurité et on peut également créer un contexte qui favorise ces repérages et leurs correctifs. Alors, la sécurité du patient s'appuie sur divers éléments. On peut tirer parti de l'expérience passée, c'est-à-dire quand les soins ont déraillé pour dégager de nouvelles idées, de nouvelles approches pour renforcer la sécurité des soins. Mais il faut aller au-delà. Il faut d'abord se concentrer sur la fiabilité, à savoir le personnel dans son travail quotidien, a-t-il l'information, les ressources, les médicaments et l'aide dont il a besoin pour prodiguer de soins de qualité. Sans cette fiabilité, le personnel doit improviser et cette improvisation cause souvent des risques pour le patient. Ensuite, vous avez la sensibilité au déroulement des activités. Et par cela, on entend, est-ce que le personnel peut communiquer efficacement? Peut-il activement travailler avec ses collègues pour tâcher de prodiguer des soins de qualité? Alors, la sensibilité au déroulement des activités, c'est à savoir le personnel peut-il être au courant de la sécurité et des soins qu'il prodigue aux patients? Si ce n'est pas le cas, comment apporter les correctifs nécessaires? Le 4e élément, anticipation par état de préparation, c'est-à-dire les soins sont-ils sûrs aujourd'hui et les soins seront-ils sûrs à l'avenir? Pour le prochain quart de travail, pour le lendemain. C'est important car les patients peuvent avoir un état de santé qui se dégrade rapidement. Donc, il faut déterminer que se passera-t-il s'il y a une dégradation de l'état du patient à l'avenir. Et le dernier élément est l'intégration et l'apprentissage, c'est-à-dire cumuler chacune de ces dimensions en équipe, communauté, pour mieux comprendre comment améliorer la sécurité sur la première ligne et à l'échelle de l'organisation pour être mieux préparé à offrir des soins sécuritaires à l'avenir. Alors, ces 5 éléments, l'un dans l'autre, sont ce qui permet au personnel de passer à la prévention des préjudices à la création d'un environnement habilitant pour la sécurité. Et voici à quoi ressemble l'évolution. Ce déplacement, ce mouvement, donc des ressources importantes permettent de prévenir les préjudices. On essaie de comprendre les préjudices passés, quelles leçons peut-on en tirer, et on essaie de veiller à ce que notre capacité soit accrue à l'avenir, c'est-à-dire assurance et responsabilisation. Et ce que l'on cherche, c'est tendre vers la 2e colonne, création de plans de sécurité. On veut que chacun ait un rôle à jouer, que chacun écoute, observe et prenne du recul en vue de repérer ce qui pourrait occasionner des préjudices. On veut se montrer curieux et intéressé. Alors, qu'avons-nous appris des 2 projets collaboratifs? Ici, vous avez certains éléments d'apprentissage issus de ces projets collaboratifs. On a voulu aider les équipes à interpréter ce cadre et lui donner une valeur concrète pour leur environnement de travail. Alors, 19 équipes à l'échelle du Canada se sont servies de ce cadre et ces équipes provenaient d'une variété d'environnements cliniques, environnements institutionnels, communautaires et ainsi de suite. Et donc, elles ont
mis à l'épreuve ce cadre pour qu'on puisse mettre à l'essai sa rigueur. Et honnêtement, certaines équipes ont repéré des défis dans l'application de ce cadre complexe. Et dans l'ensemble, elles nous ont dit, cet outil est efficace, c'est habilitant, cela permet d'avoir une vision plus vaste de la sécurité. Alors, ces équipes ont déclaré qu'elles avaient vécu un changement, qu'elles estimaient qu'elles avaient pu donner une valeur beaucoup plus concrète à la sécurité. Ensuite, la mobilisation des partenaires de soins et les patients. Vous savez, ces personnes jouent un rôle parfois invisé, mais très important sur le plan de l'habilitation de la sécurité. Et à la prochaine diapositive, vous verrez les moyens par lesquels les patients partenaires peuvent participer à ce cadre et comment leur rôle n'a pas toujours été utilisé au meilleur escient possible. Alors, il faut comprendre que les patients sont essentiels, mais qui ne sont pas toujours bien utilisés sur le plan de la mise au point des outils et des connaissances qu'il nous faut pour améliorer les soins prodigués aux patients. Et dans le travail complexe fait par les cliniciens tous les jours, souvent, ils n'ont pas le temps et parfois n'ont pas l'expérience non plus pour discuter avec les patients des moyens par lesquels on peut rendre les soins plus sûrs pour eux à l'avenir. Alors, il faut réfléchir aux moyens par lesquels on doit envisager le rôle des patients et des partenaires de soins et l'intégrer au travail de sécurité qui se fait dans le cadre de ce cadre. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Liane et Kerry qui aborderont le travail et les recherches qui ont été faites, les moyens par lesquels on peut faire contribuer le point de vue des patients et des proches partenaires pour renforcer la sécurité des soins. À vous. Merci Ross et merci à ESC de cette occasion de partager nos réflexions qui s'appuient sur les projets de démonstration également. Merci d'être des nôtres, d'où que vous soyez. Alors, notre question primordiale, la question qui a orienté nos travaux, était, comme Ross l'évoquait, les soins sont-ils sécuritaires du point de vue des patients, des familles, des partenaires de soins et des prestataires de soins? Alors, avant que je n'approfondisse le rapport, que je présente ces constatations, nous voulions vous présenter cette question globale. Nous savions, à la lumière de projets de démonstration et de recherche faits par Kerry, d'autres et moi-même, que l'expérience de la sécurité, ce qui compte pour les patients et les partenaires de soins, est parfois différent de ce qu'estiment important les dirigeants et les prestataires de soins. Donc, nous estimions qu'il était très important d'approfondir ces questions. Ainsi, nous avions une approche en plusieurs volets. Nous avions 4 thèmes et catégories, mais nous avons aussi mis au point des mesures concrètes à prendre. Il y a 3 éléments qui se réunissent dans le cadre pour arriver au résultat du rapport, c'est-à-dire que nous avons fait une analyse documentaire pour déterminer ce qu'était l'impression des gens par rapport à la sécurité. Ensuite, nous avons fait une collecte de données et une analyse primaire avec des entretiens individuels ainsi que des cafés du savoir avant d'aboutir au rapport. Alors, les entretiens, comme vous l'avez vu, nous avons fait une série d'entretiens auprès de prestataires ainsi que 50 partenaires de soins et 4 groupes de discussion, donc au total 13 patients et partenaires. Alors, avant que les entretiens semi-structurés ne soient entamés, nous avons demandé aux patients et partenaires de prendre soin du cadre de mesure et de surveillance de la sécurité. Donc, ils ont été familiarisés avec ce travail et on leur avait posé une série de questions. Alors, comme vous le voyez, nous avons quand même une certaine diversité à l'échelle du Canada, donc des gens de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Cependant, nos patients étaient surtout constitués de femmes d'âge relativement mûr et un niveau d'éducation élevé. Il y avait quand même des données aussi sur le statut socio-économique. Nous avons tenté, dans le cadre de notre conseil consultatif, co-présidé par Micah et Ross, d'avoir une population plus diversifiée pour représenter la
diversité démographique du Canada, mais évidemment, nous n'avons pas atteint nos objectifs en ce sens et je souhaitais simplement le signaler car à l'avenir, nous aimerions discuter avec vous des moyens de diversifier ce bassin de participants. Alors, je crois que c'est plutôt à moi, Liane. D'accord. Alors, comme Liane le disait, nous avons fait beaucoup d'entretiens, nous avons organisé beaucoup de groupes de discussion et nous avons beaucoup appris par rapport aux moyens par lesquels les patients, les proches aidants, les familles vivaient leur expérience, leur épisode de soins. Et dans le cadre de ces entretiens, ils évoquaient ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et nous avons appris à la lumière de ces entretiens, de ces groupes de discussion, comment il fallait renforcer la sécurité. Alors, pendant ces entretiens, nous avons réuni des gens dans ce qu'on appelle un café du savoir. Alors, nous avions des dirigeants du système, nous avions des partenaires, des patients, des membres du conseil consultatif qui se sont réunis pour prendre connaissance de ce que nous avions appris, mais aussi pour commencer à éplucher ce que nous avions appris pour les convertir en action. Parce que ce que la recherche nous apprend, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire la collecte de données, mais on ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir à comment transformer cette information en mesure pour obtenir l'avenir que l'on cherche. Donc, en s'appuyant sur les préférences et les priorités des patients, des prestataires et des familles. Alors, ce Café du savoir nous a permis de co-concevoir, entre autres, avec le docteur Julian Warren, qui a fait un travail formidable, et Virginia Flintoff et Anne McLaurin. Je veux également souligner leurs noms car ils nous ont permis d'établir des liens entre nos constatations et le cadre de mesure. Donc, ça nous a permis de tisser des liens entre les diverses données. Donc, nous avons pu établir ces liens dans le rapport qui est à présent publié et qui se trouve sur le site Internet de SC pour montrer quels sont les divers éléments du cadre et ce qu'ils représentent. Mais qu'est-ce qu'ils représentent aussi dans le contexte de ce que cherchent les patients et leurs familles? Alors, ça permet de mettre ces choses en commun assez efficacement. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui a participé à ces travaux. Alors, voilà le processus, comment nous avons compilé et tiré parti de l'information. Et à présent, je vais céder la parole à Maike qui nous présentera les constatations de nos recherches et ce que cela signifie sur le plan des liens avec le cadre. Merci, Carrie et Liane. Permettez-moi d'abord de dire que c'est tout un privilège et une joie pour moi de participer en tant que patiente partenaire dans un projet de recherche comme celui-ci au sein d'une équipe remarquable. J'aimerais aussi signaler que 2 autres patients partenaires ont participé au conseil consultatif, ainsi que les prestataires et les autres patients qui ont contribué et participé à diverses étapes du projet. Alors, au cours des prochaines minutes, je vais présenter chacune des dimensions du cadre de mesure et de surveillance de la sécurité. Je vais présenter des récits de patients pour illustrer chaque dimension du point de vue du patient ou de son partenaire de soins. Alors, comme vous l'avez déjà entendu de la part de Liane, il existe des différences entre les points de vue des patients et des prestataires en matière de sécurité. J'aimerais, lorsque vous écoutiez ce que je vous présente, j'aimerais que vous pensiez à la dimension de la sécurité du point de vue de la personne interrogée. Parfois, c'est relativement simple à comprendre, parfois non. Alors, nous espérons que grâce à ces recherches, les prestataires pourront mieux comprendre et apprécier le point de vue des patients et leur contribution à la sécurité. Alors, que nous ont dit les patients et les partenaires de soins au sujet de la sécurité? Entre autres, ils nous ont dit je ne me sentais pas en sécurité car je ne me sentais pas entendue. Je ne me sentais pas en sécurité d'exprimer mes émotions. La sécurité doit être fondée sur des faits et des sentiments. Alors, d'abord, songeons aux préjudices. Très souvent, on s'attache à déterminer si les soins ont été sûrs dans le passé. L'approche du rétroviseur. Si on veut élargir
notre vision des préjudices, on doit se pencher sur d'autres dimensions et on l'a fait en grande partie grâce à ce que nous ont dit les patients et les partenaires de soins. Au lieu des préjudices physiques, il existe des préjudices psychologiques, l'acharnement thérapeutique et les retards de diagnostic. Que nous ont dit les patients et les partenaires de soins au sujet des préjudices? Une femme nous a parlé de son mari qui s'était rendu à l'hôpital à 2 reprises pour une douleur et une pression thoracique inhabituelle. Et elle a dit, les 2 fois, son problème cardiaque n'a pas été diagnostiqué. Lorsqu'il a exprimé son inquiétude et qu'il a demandé des réponses, on lui a répété qu'il ne s'agit c'est pas de son cœur, que son électrocardiogramme était normal et qu'il s'agissait de brûlures d'estomac. Il se sentait jugé et même honteux d'être là, pensant qu'il prenait la place de quelqu'un qui avait besoin des soins. Cela l'a empêché de demander de l'aide une 3e fois. Cette expérience a été déshumanisante pour lui comme pour moi, à titre de femme de cette personne. On ne cessait de nous dire, vous allez bien, vous êtes seulement angoissé. 3 jours après sa dernière visite à l'hôpital, mon mari est mort d'une crise cardiaque, d'un infarctus pendant nos vacances en famille. La fiabilité, comme vous le voyez à la diapositive, est une autre dimension de la sécurité issue du cadre de mesure et de surveillance de la sécurité, qui demande si nos processus et nos systèmes cliniques sont fiables. La fiabilité signifie évaluer si une tâche, un processus ou une intervention se réalisait comme prévu. Les patients et leurs partenaires de soins ont un point de vue par rapport à ce que signifie la fiabilité pour eux. L'une des personnes que nous avons interrogées était la mère d'un jeune fils adulte souffrant de problèmes de santé complexes, récurrents et graves. Elle nous a dit, j'ai souligné auprès de l'équipe soignante à quel point il était apaisant pour Ben d'entendre de la musique et je leur ai demandé de fredonner ou de chanter lorsqu'ils entraient dans sa chambre pendant une procédure désagréable, car cela l'aiderait à se sentir à l'aise. Cela a été affiché sur son tableau de bord. C'était une note. Le personnel a en fait chanté chaque fois qu'on lui plantait une aiguille dans le ventre et toute l'équipe a chanté. Lorsqu'on lui a retiré le tube du ventilation, ils l'ont fait parce que moi, sa mère, je leur ai dit que cette intervention thérapeutique était importante pour Ben. Si ça n'avait pas été fait, ça aurait presque été préjudiciable. Le fait qu'ils aient systématiquement pratiqué cette intervention a été vraiment très positif pour Ben comme pour moi. Une observation sur cela. La pertinence de ce récit pour la fiabilité ne sera pas perçue de la même façon pour le clinicien. Pour de nombreux patients, il est important de se sentir psychologiquement en sécurité. Et le fait que le personnel effectue systématiquement des interventions pour soutenir la sécurité psychologique est essentiel. Le personnel a examiné les processus cliniques et s'est dit que c'était pertinent du point de vue de la fiabilité. Pour la mère dans ce récit, la fonction et l'impact positif du chant du personnel était un moyen d'apaiser le patient, ce qui renforce sa sécurité psychologique et éventuellement sa sécurité physique. Cet exemple renvoie également à la prochaine dimension, la sensibilité aux opérations. Alors, cette dimension du cadre, la sensibilité au déroulement des activités, vise à déterminer si les soins sont sûrs aujourd'hui, dans l'instant présent. Cela exige d'écouter, de voir, de percevoir et d'agir en fonction d'informations recueillies. Que nous ont dit les patients et les partenaires de soins au sujet de la sensibilité au déroulement des activités? Alors, voici la fille d'une patiente qui nous a dit: l'impuissance du personnel m'a vraiment frappée. J'avais l'impression qu'ils avaient si peu d'autorité. Ils ne voulaient pas prendre une décision au nom de quelqu'un d'autre, même si la vie de ma mère et la sécurité de ma mère étaient en danger. Une infirmière auxiliaire m'a glissé un petit bout de papier sur lequel figuraient les électrolytes et les signes vitaux de ma mère pour la journée. Elle m'a dit, je ne sais pas si je devrais faire ceci. Elle était inquiète de dépasser son champ de pratique malgré le fonctionnement de cette unité.
Cette infirmière auxiliaire a trouvé le moyen de m'écouter et de répondre à mes préoccupations et à mes craintes. La dimension de l'anticipation et de la préparation demande: les soins seront-ils sûrs à l'avenir? Et cette dimension se concentre sur les sources possibles de préjudices futurs et comment s'y prémunir, comment être plus résilient. N'attendez pas que les choses tournent mal avant d'améliorer la sécurité. Soit dit en passant, ici, vous avez une photo de Wayne Gretzky qui n'est manifestement pas très bien préparé. C'eût été préférable d'avoir l'image de lui avec un casque. Mais comme vous le voyez, cela signifiait remonter dans les archives des LA Kings et on voulait plutôt avoir une photo de lui avec un club bien canadien. Alors, une patiente qui a subi un préjudice nous a dit ce qui suit, et je la cite: «J'aborderai probablement encore les soins de santé avec ce même niveau de confiance que celui que j'avais auparavant. Mais en fait, je suis maintenant frappée de cynisme, ou peut-être devrais-je dire d'un œil critique. J'observe l'environnement et j'obtiens du prestataire une idée de son confort, de son aisance, de sa communication, de son stress. Je capte des indices dès le départ. Je fais mes devoirs et je suis prête à avoir des conversations à ce niveau. Je veux savoir dans quelle mesure les prestataires sont prêts à partager leurs connaissances avec moi et à approfondir un peu plus. La dimension de l'intégration et de l'apprentissage. Cette dimension nous oblige à nous poser la question: après tout, le système nous permet-il d'apprendre et d'être plus sûr? Car un système apprenant est un système plus sûr. Alors, qu'est-ce que les patients et les partenaires de soins nous ont dit au sujet de l'intégration et de l'apprentissage? La mère d'un jeune enfant aux antécédents de santé complexe nous a dit: «J'ai créé ce que j'appelle un téléavertisseur de salle d'urgence qui contient toutes les informations de base pertinentes comme sa date de naissance, le numéro de sa carte de santé, ainsi qu'une description de l'état habituel de mon fils, heureux, content, énergique. Et j'explique ce que sont ses capacités. J'ai fait ceci après sa première grosse crise, car il était tellement différent de son état normal, ça m'a frappé. C'est ainsi que j'ai pu convaincre les médecins d'approfondir. Cela m'a appris à donner aux médecins urgentistes de bonnes informations de base très rapidement et de manière factuelle. Cette feuille de papier objectif dit: voici qui est cette personne, comment elle est, voici son état normal. Et cela a été utile lors de visites fréquentes aux urgences et très apprécié par les médecins. Vous ne pouvez pas faire de suppositions sur un patient en en vous appuyant sur sa présentation sur le moment. Un commentaire là-dessus. La mère met à jour sa fiche d'information et la garde à jour régulièrement pour que ce soit utilisé comme outil de sécurité pour elle et son fils. C'est un document vivant qui comprend l l'apprentissage obtenu de l'histoire de santé et des soins de son fils. Alors voilà qui conclut pour ma partie. De retour à vous, Christina Danasek. Bonjour. J'aimerais signaler que je suis ici sur le traité 4 en Saskatchewan. Merci de cette occasion que vous m'accordez de présenter ces quelques diapositives. Merci. Alors, je voulais vous signaler que nous, en Saskatchewan, nous sommes parmi les groupes privilégiés. Nous avons participé à la deuxième cohorte du cadre de mesure et de surveillance de la sécurité et nous avons fait participer un patient partenaire. Et voici, je vous présente Al. Al est le mari de notre patiente partenaire dans le cadre du projet. Alors, Adèle nous a dit au sujet d'Al et ça demeure une vision de sécurité. Alors, Adèle nous a dit que avant son admission à l'hôpital, Al était résident d'un établissement de soins de longue durée et la sécurité
pour nous, c'était une ordonnance d'antipsychotiques, c'était des contentions physiques, c'était une évaluation de leur horaire, pas celui d'Al. Et elle savait donc que ce n'était pas une question de sa sécurité ou de la sienne. Et donc, elle a beaucoup défendu les intérêts d'Al. Et cette photo, c'est la photo d'Al sans contention. Il ne prend pas non plus d'antipsychotiques. Et quand elle est entrée dans sa chambre, il était assis lui-même, avait pris la décision de s'asseoir lui-même. Et pour elle, ça, c'était des soins sûrs. Et c'était non seulement son impression, mais celle d'Al aussi. Alors, nous avons appris un peu plus tôt, dans le cadre de ce webinaire, que la sécurité, ça n'est pas forcément l'absence de préjudice, c'est la présence de la sécurité. Et cela est différent selon le patient et selon ses proches. Ce que nous avons dû apprendre, c'est que communiquer avec les résidents. Bon, là, je vais parler de résidents parce que dans mon cas, il s'agit de résidents d'établissements de soins de longue durée. Alors, nous avons appris que les prestataires de soins, souvent, ont du mal à parler à nos patients ou à leur famille. Mais je vous dirais que le problème que nous avons aussi, c'est souvent l'écoute. Nous avons du mal à écouter pour véritablement entendre et comprendre. Et pour obtenir un engagement d'agir. Alors, pour quelqu'un qui est dans le système de soins de santé depuis très longtemps. Et d'ailleurs, vous savez, on a essayé de trouver les moyens de réduire les préjudices, mais je dirais que on, on a peut-être dû changer un peu notre état d'esprit pour avoir de meilleurs résultats. Est-ce qu'on doit éviter de penser à réduire les préjudices et plutôt penser à renforcer la sécurité? Et ce cadre change vraiment votre état d'esprit. Et je dirais, pour vous comme dirigeant, que c'est dur. Nous avons savez, changer de point de vue, c'est difficile, c'est exténuant comme travail. Il faut de la ténacité, il faut de la persévérance. Et je dirais que ce que vous offre le cadre de mesure et de surveillance de la sécurité, c'est non seulement un ingrédient secret, c'est peut-être la sauce secrète et c'est peut-être même la panacée. C'est ce qui vous permettra éventuellement d'avoir un système plus sûr tout le temps et qui réponde aux attentes des personnes que nous servons. Je dirais également que je peux prodiguer quelques conseils par rapport à ce que nous avons décidé dans le cadre de notre projet. Je dirais, ne mettez pas votre partenaire dans un carcan et ne déterminez pas quel est son rôle à l'avance. Donnez-lui les coups des franges et donnez-lui votre confiance. Veillez à ce que cette personne soit un partenaire égal dans tout ce que vous faites. Et je dirais, écoutez, écoutez et écoutez à nouveau. Soyez prêts à faire confiance à votre patient partenaire, car je vous dirais que dans notre cas, notre patiente partenaire nous a vraiment réorientés et grâce à elle, nous avons tiré des éléments d'apprentissage importants de notre projet. Al sera toujours pour moi une illustration de ce que sont des soins sûrs du point de vue des résidents et du point de vue des familles. Alors voilà, merci de m'avoir accordé du temps. Sur ce, je cède la parole à Jennifer. Merci, Christina, et merci à tous nos conférenciers invités d'avoir partagé les constatations du rapport et également d'avoir donné vie aux possibilités pour l'avenir. Alors à présent, j'invite de nouveau tous nos conférenciers à allumer leur caméra pour qu'on puisse poursuivre la conversation. Et d'ailleurs, pour ce faire, je vous invite à saisir vos observations et vos questions dans la boîte de clavardage pour que nous puissions avoir une conversation dynamique ensemble virtuellement. Alors, tout le monde est de retour. Pour commencer, je
vais passer en revue quelques observations déjà saisies dans la boîte de clavardage. J'apprécie beaucoup d'ailleurs les commentaires que vous avez inclus par rapport à l'équité. L'équité est essentielle à la sécurité. Ross, je sais que vous avez commencé à répondre dans la boîte de clavardage. Pouvez-vous peut-être étoffer un peu votre propos? Oui, je pense que nous reconnaissons que l'équité est un élément essentiel de la qualité et de la sécurité. Je remercie Esha d'en avoir parlé car c'est quelque chose qui n'est pas toujours manifeste dans les environnements cliniques, mais c'est essentiel. Il est important pour nous de savoir qui est devant nous, qui est ce patient et comment communiquer pour être efficace et comment écouter pour être efficace comme clinicien ou comme gestionnaire ou comme partenaire de soins dans cet environnement. Alors, je crois qu'il s'agit d'un enjeu intéressant et de quelque chose qu'il faut approfondir pour bien comprendre comment élargir nos outils en matière de sécurité. C'est un élément très important à souligner. Allez-y, Liane. Oui, permettez-moi un peu de rebondir sur ce que disait Ross. Dans le travail que Kerry et moi avons fait en partenariat avec d'autres personnes, plus nous avons examiné les données démographiques du point de vue de nos participants, à mi-chemin, nous nous sommes dit, bon, il serait important d'envisager l'équité, les différences en matière de parcours ethnoculturel. Et bon, il y a 4 ans, lorsqu'on a commencé ce travail, peut-être qu'il aurait été préférable d'aller chercher le point de vue des personnes plus diversifiées. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est que même avec la mise en place de notre guide d'entretien, il n'était pas forcément très sensible à la culture des participants. Bon, on sait que dans le cadre des recherches futures, il faudra d'entrer dès la conceptualisation des études, s'attaquer à la diversité. L'expérience de soins et de sécurité est différente, même s'il y a certains éléments communs, il va sans dire, mais il est important de prendre en compte ces considérations, surtout si l'on veut transcender la sécurité en tant qu'absence de préjudice. Bien, merci. Alors sur ce, je vais tâcher de voir sur Zoom si quelqu'un d'autre veut intervenir. Carrie, je crois que vous voulez intervenir. Oui, merci. Merci beaucoup, Liane. Alors, j'ajouterais simplement que pour savoir comment vous servir du cadre, vous devez d'abord commencer par créer des espaces sûrs où les gens peuvent se sentir à l'aise de dire ce qu'ils pensent. Les gens ont vécu des décennies d'injustice, donc ça rajoute une couche de complexité. Comment veiller à ce que ces personnes se sentent en sécurité quand elles ont l'habitude d'être lésées? Et c'est une question importante et il s'agit pour nous de vraiment nous attacher à réfléchir à ces questions. Alors, je suis vraiment très heureuse que cela ait été soulevé. C'est important. C'est important pour nous de co-concevoir la recherche avec ces parties prenantes avant d'entamer les recherches. Merci. C'est d'ailleurs une des choses qui est à la base d'un travail que nous avons commencé qui vise à mettre au point une nouvelle définition de la sécurité des patients. Pour tirer parti de toute une gamme d'expériences. Et si cela vous intéresse, je vous encourage, nous avons des mises à jour sur cela dans le bulletin d'information. Vous aurez la possibilité de contribuer à cette nouvelle définition. Alors, je vous encourage vivement à examiner la possibilité de le faire si cela vous intéresse. Quelqu'un dans la boîte de clavardage dit aussi que les préjugés, la stigmatisation doivent aussi être prises en compte dans ce contexte. Alors, je passe à une autre question posée par Julie. Est-ce qu'on pourrait élargir ce genre d'analyse aux 6 dimensions de la qualité ou faut-il surtout se concentrer sur la sécurité des patients? Liane, Carey, étant donné votre rôle dans la rédaction du rapport et la méthodologie, est-ce que vous voulez
entamer une réponse et ensuite je demanderai aux autres de compléter. Alors, très heureuse de commencer, mais évidemment, je serais heureuse de savoir ce que d'autres en pensent. Ça fait probablement une décennie ou 2 que Ross et moi en parlons, c'est-à-dire, est-ce que la sécurité est une dimension de la qualité ou est-ce que c'est à part? Et le travail que nous avons fait du point de vue du cadre de mesure et de surveillance de la sécurité, on voulait élargir la sécurité au-delà de l'absence de préjudice. Et comme vous l'avez vu, quand Ross et Micah ont présenté leur diapositive, nous avons voulu voir la définition d'entrée de manière plus générale. On voulait inclure, par exemple, la sécurité psychologique, la déshumanisation, c'est-à-dire comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous quand on vous pratique des soins? Ça fait partie de la sécurité, mais ça signifie aussi la qualité. Alors pour moi, c'est difficile de départager la sécurité et la qualité, car dans mon point de vue personnel, elles sont vraiment enchevêtrées, mais je pense que c'est parce que j'estime qu'il faut vraiment intégrer les 2 réalités pour renforcer la sécurité des patients et améliorer les résultats pour le patient. Merci, Liane. Je vois que d'autres personnes en parlent justement dans le boîte de clavardage. Carrie? Oui, si vous me permettez de rebondir sur ce que Micah et Ross ont dit ainsi que Liane, que l'on songe à la définition du cadre ou d'autres dimensions de la sécurité, si on pense dans le contexte d'un système de santé apprenant, nous cherchons constamment à déterminer d'où provient l'information que nous recueillons. Avons-nous vraiment la possibilité de tirer des connaissances de l'information que nous obtenons? Et si nous n'agissons pas, nous resterons dans le cycle, nous n'améliorerons pas les soins. Alors, comme vous le voyez, toutes les dimensions s'enchevêtrent. Les 6 dimensions doivent être prises l'une dans l'autre si l'on veut véritablement améliorer les soins. Écoutez, moi, je ne suis pas clinicienne, alors je ne peux pas parler de ce que représente ce genre de travail. Et si on trouve le temps d'ailleurs de faire un travail de réflexion lorsqu'on est sur la première ligne, mais il est important de sonder les patients et leurs proches pour essayer d'améliorer les soins. Et si on tire parti de leur expérience et de leur information, à mon avis, on arrivera très certainement à améliorer la sécurité. Christina, je vois que vous avez enlevé votre sourdine, donc je présume que vous voulez intervenir. Pouvez-vous aussi intégrer la prochaine question qui concerne le fait que c'est difficile de changer les états d'esprit. Alors, comment le faire? Bon, excellent pont vers ce que j'espérais évoquer. Et d'ailleurs, c'est indiqué dans la boîte de clavardage à quel point il faut agir. Une chose que nous avons constatée dans le cadre de notre projet, en fait, on a rapidement appris que ça n'était pas un projet. Il s'agissait plutôt de vraiment changer nos mentalités. Et donc, lorsque nous en avons discuté avec nos prestataires, une partie du travail qu'ils ont dû faire en matière de réflexion, ça a été de comprendre les types de préjudices. Vous savez, la majorité des prestataires de soins étaient très fiers d'éviter les préjudices physiques et pouvaient d'ailleurs identifier certains préjudices psychologiques. Mais quand ils ont commencé à examiner les autres types de préjudices et qu'ils ont commencé à comprendre ces points de vue, je dirais que c'est là que nous avons commencé à voir les mentalités évoluer. Les conversations sont devenues beaucoup plus intéressantes. Les prestataires nous disaient, ah, nous avons une unité très bruyante aujourd'hui. Cela touchera peut-être monsieur un tel ou madame une telle. Ou alors, l'éclairage pourrait être nuisible pour certaines personnes. Peut-être qu'on devrait, par exemple, fermer les volets du côté est où se lève le soleil, car il se lève tôt aujourd'hui. Alors, ils ont commencé à comprendre que le préjudice, c'était autre chose que le préjudice conventionnel tel qu'on le conçoit. Alors, je voulais simplement
le signaler car effectivement, ça a été un point de basculement pour nous, cette réalisation. Merci, Christina. Alors, peut-être qu'on peut passer à Micah. Et je vois que Ross a enlevé sa sourdine aussi. Mais Donna a aussi signalé dans le boîte de clavardage. Et je pense que vous venez de le dire, justement, Christina. Un des moyens de changer les mentalités, c'est peut-être en invoquant des cas concrets. Et vous avez justement souligné des cas concrets pour illustrer votre propos. Voulez-vous en dire quelques mots? Merci, Jennifer. Oui, alors j'ai noté moi aussi l'observation de Donna et je suis d'accord. N- Notre compréhension du rôle qu'occupent les patients, le rôle que jouent les patients, est véritablement essentiel. Il est important de faire appel aux patients pour qu'ils discutent de leur expérience de soins, surtout parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pression sur le système et sur les prestataires de soins de santé. Et là, j'exprime un point de vue très personnel, ce qui rend les soins moins sûrs que par le passé. Je suis désolée de le dire, mais c'est l'impression que j'en ai. Alors, nous sommes essentiels, nous les patients, nous sommes essentiels si on veut véritablement changer le système. Et j'espère que cette étude contribuera, comme les autres travaux d'ailleurs, de patients pour la sécurité des patients du Canada, car il est important de faire participer les patients à nos travaux si on veut vraiment changer les mentalités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Ross, vous avez l'air prêt à intervenir. Oui, merci Jennifer. Écoutez, je pense que c'est une excellente conversation, car cela nous rappelle que la sécurité, ce n'est pas seulement d'éviter les, les ennuis. Il faut vraiment créer un climat de confiance où les patients et leurs proches ont l'impression de faire partie d'une équipe, que tout le monde travaille ensemble pour créer un environnement apprenant, comme le disait Carrie. C'est ce qui permet de reconnaître que l'on peut s'appuyer sur d'autres personnes lorsqu'on a besoin d'eux. Et trop souvent, dans les environnements d'aujourd'hui, on ne pense pas à, au collectif pour veiller à ce que les patients, les proches aidants, les gestionnaires, les prestataires mettent leur, mettent leurs besoins et leurs capacités en commun. Vous savez, quand vous entrez dans une unité où les choses vont rondement, on le réalise. Il existe un collectif, si vous voulez. La sécurité, c'est souvent défini comme l'absence de certaines choses, mais il y a des éléments de sécurité qui habilitent cela. Donc, il faut se concentrer plutôt sur le travail d'équipe, la communication, la confiance, le soutien nécessaire qui sont les éléments critiques qui permettent de créer un environnement propice à la sécurité. Merci, Ross. Alors, ce que vous dites et ce que disait Mike nous permettent ou renvoient à la prochaine question. Vous savez, la pandémie a beaucoup changé les choses, les façons dont on prodigue les soins, les façons dont on cherche à être soigné. Alors, comment la pandémie et les résultats ou les changements qui en résultent éclaireront-ils la sécurité à l'avenir? Alors, Christine, peut-être que vous voulez commencer. Christina, oui, j'espère que ce que la pandémie a fait, en fait, je vous parle du point de vue des établissements de soins de longue durée, car c'est ce que je connais. Notre perception de la sécurité, c'était le confinement. Fermer les portes de nos établissements, tout simplement. Veiller à éviter que la COVID n'entre par nos portes et tout ce que cela représente. Ce que la pandémie a fait, enfin je l'espère, c'est que cela nous a enseigné que notre
point de vue du maintien de la sécurité n'est pas forcément partagé par les résidents. Pareil pour leurs proches. À savoir, j'espère que nous aurons appris de cela. J'espère qu'on comprend à présent qu'il est important que les familles soient toujours partenaires des soins des résidents. J'espère vraiment que nous avons appris de cette expérience et que nous n'excluons plus jamais les familles. Merci. Liane, je crois que vous êtes prête à intervenir. Oui, pour faire fond sur ce que disait Christina, Carrie et moi, depuis plusieurs années, travaillons aux éléments fondamentaux de soins dans le contexte d'études internationales. Et cela m'a rappelé qu'il était important pour nous de nous rappeler quels sont les soins centrés sur le patient et sa famille, c'est-à-dire comment authentiquement, véritablement faire participer les patients et les proches à leurs soins pour comprendre ce qui compte pour eux, il faut comprendre ce qu'était leur vie avant. Il y a une observation qui a été faite dans un des cas de figure présentés par Mike. À quoi ressemble votre vie normalement? C'est important de le comprendre. Il s'agit pour nous de nous familiariser de nouveau avec les soins centrés sur le patient et sa famille et ce que cela représente pour nous, pour permettre de créer les conditions propices aux à des soins plus conformes à ce que souhaitent les patients et leurs familles. Il s'agit pour nous de toujours tenir compte des préférences des patients et des prestataires également. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont férues de technologie, qui préfèrent les soins virtuels car ça signifie qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer pendant 2 heures et qu'ils ont plus rapidement accès à leurs soins. Vous savez, il s'agit de reconcevoir les soins en les co-concevant avec les patients et les partenaires. Merci, Liane. Nous recevons d'excellents exemples dans la boîte de clavardage, des moyens par lesquels cela peut se produire. Et justement, peut-être que cela me permet de renvoyer une conversation que nous avons eue un peu plus tôt. Je crois que ça a été commencé par Ross. Le défi de savoir comment rendre l'environnement plus sûr du point de vue des conversations sur la sécurité. Comment créer un climat de confiance? Alors, Liane, à vous. Écoutez, je suivais aussi les observations et je viens de prendre la parole, alors je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Carrie, vouliez-vous intervenir? Oui, allez-y. Oui, alors, c'est une excellente question. En examinant les données issues des entretiens qu'on a eus avec les patients et les familles, pour créer ce climat sûr, il s'agit de clairement dire qu'on valorise cette personne, qu'il s'agisse d'une relation entre un prestataire et un patient, un dirigeant et un prestataire. Parfois, on le pense, mais on ne le dit pas. Je vous donne un exemple. Dans un des extraits d'entretien qui m'a marqué, un prestataire discutait du fait qu'elle se sentait vraiment à l'aise de discuter avec le spécialiste. Elle avait l'impression de pouvoir lui faire confiance et on se disait, comment tisser ce lien de confiance? Et elle a dit, il a dit au proche aidant, la partenaire de soins, qu'elle était l'experte dans les soins de son fils. Donc, non seulement le prestataire qui traitait principalement le fils, mais également sa famille se sentaient tous partie de la même équipe et dans un climat de confiance. Alors, on doit ouvertement exprimer que l'on valorise chacun des éléments du système. C'est ce qui permet de renforcer les liens de confiance. C'est un élément déclencheur. Souvent, on le pense, mais on ne le dit pas. Et je pense qu'on peut le faire tous les jours, sans difficulté. Dans le cadre de nos conversations avec les gens, il faut dire aux gens pourquoi on valorise leur contribution. Ross, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, très rapidement.
Carrie l'a très bien expliqué, mais j'insisterai sur l'importance de la relation entre le prestataire, son patient et tous les partenaires de soins. Mais il faut penser aussi au système. Et une des équipes qui a participé au premier projet collaboratif a eu une expérience intéressante. Le personnel a remarqué que le personnel de l'entretien ménager n'était jamais sondé par rapport à leur point de vue et passait souvent plus de temps avec les patients que les prestataires. Et donc, leur réflexion était fort intéressante, tandis que le personnel a commencé à penser à un environnement qui pouvait garantir la sécurité des patients. Donc, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un collectif. Il faut se concentrer sur l'ensemble et pas chacun des éléments du système des fonctions. Vous savez, la sécurité dans le passé a été très mécanique plutôt que d'avoir une approche plus organique et globale. La création d'un environnement où la contribution, l'apport de chacun est valorisé dans l'intérêt de la sécurité de tous. Merci, Ross. Je me rappelle un exemple aussi d'il y a des années, pas dans le cadre de ce projet collaboratif ou dans un cadre communautaire, on a eu des conversations similaires avec les réceptionnistes d'une clinique qui étaient respectés par la clientèle, qui étaient des membres respectés de l'équipe aussi, mais qui n'étaient pas utilisés à leur plein potentiel. Mike, je crois que vous avez quelque chose à dire également. Allez-y. Oui, pour rebondir sur certaines des choses qui ont été dites, ce qui m'a vraiment intéressée comme patiente, de faire partie du travail sur le cadre de mesures et de surveillance de la sécurité et son application éventuelle au Canada, c'est qu'il ne s'agit pas de rajouter, car nous avons déjà entendu que les gens ont déjà assez de travail. On est surchargé de travail. Alors, si on voit la sécurité comme une autre couche qu'il faut rajouter au reste, c'est décourageant. Les mots sont dans la boîte de clavardage. Vous voudrez peut-être les faire ressortir. La sécurité est déjà présente. Il s'agit de permettre au système de la valoriser. Et c'est vrai, il faut faire place à la mobilisation. Oui, c'est un excellent mot de conclusion pour cette conversation et je dirais que Liana a ajouté dans la boîte de clavardage qu'il y a divers points de vue, diverses approches qui ont été déployées pendant la pandémie. Et il est important d'apprendre les uns des autres. Il y a peut-être des gens qui avaient des approches un peu marginales, qui ont fait preuve d'un leadership courageux. Et il est important d'aller chercher cette information. Et d'ailleurs, si ce genre d'environnement vous intéresse, Carrie, je vois votre note dans la boîte de clavardage aussi. Vous trouverez des études de cas très intéressantes dans les webinaires qui font partie d'Essentiel Ensemble, le programme Essentiel Ensemble. Alors, si vous souhaitez vous renseigner par rapport à ces approches innovantes, je vous invite à prendre connaissance de ces webinaires. Alors, sur ce, voyant que le temps est presque écoulé, nous aurions pu avoir une bien longue conversation, bien plus longue, mais je vois que l'heure est presque écoulée. Et donc, je vous invite, comme cette diapositive l'indique, à télécharger le rapport. Il y a énormément d'informations importantes. Il regorge d'informations intéressantes. Il y a un petit sondage affiché à l'écran aussi qui nous permet d'apprendre, nous aussi, nous sommes une organisation apprenante et donc vos commentaires nous sont très précieux. Alors, je vous invite à répondre à ces quelques questions. Et aussi, je vous invite à remercier avec moi tous nos conférenciers invités. Ce fut une conversation formidable et une conversation qui m'inspire à réfléchir à ce que l'on pourrait faire et comment on pourrait continuer de tendre vers l'excellence dans les soins en faisant fond sur le travail déjà fait et les réflexions qui ont été partagées aujourd'hui. Merci à vous tous et merci à vous tous qui avez participé à l'étude. Alors, merci à toutes et à tous et j'espère vous retrouver très bientôt. Passez une excellente fin de journée.